Bonsoir à toutes et tous. Alors, il me revient la responsabilité d'ouvrir le bal. Et pour parler du futur, donc le sujet qui nous rassemble ce soir, eh bien, je vais commencer par vous poser une question, à savoir, est-ce que la science-fiction ne serait qu'un divertissement? Pour essayer de répondre à cette question, je vais vous inviter avec moi à vous tourner non pas vers l'avenir, mais vers le passé, vers les origines de la science-fiction pour essayer de comprendre ce qu'est cette expression artistique particulière. Déjà, il faut rappeler que la science-fiction fait partie de la grande famille des récits imaginaires. Les récits imaginaires sont indissociables de la nature humaine. Les récits imaginaires sont nés il y a peut-être quelques centaines de millions d'années, voire un demi-million d'années, peut-être plus. En fait, on n'en sait rien, puisque de cette période, il ne reste rien, tout était de l'ordre de la tradition orale. Il va falloir attendre l'invention de l'écriture pour que nous parviennent les traces de ces récits imaginaires. Le plus vieux récit qui nous soit parvenu aujourd'hui est vieux de 4500 ans. Il se nomme l'épopée de Gilgamesh, le grand homme ou le roi qui ne voulait pas mourir. Il ouvre le bal, lui aussi, d'une succession de récits qui, du fond de l'Antiquité, de la préhistoire, vont nous mener jusqu'à l'époque moderne. Après Gilgamesh vont s'enchaîner les mythologies mésopotamiennes, égyptiennes, grecques, romaines. À la fin de l'Antiquité, on va rentrer dans la période dite moderne, avec les épopées arthuriennes, d'influence chrétienne et celte. On pourrait aussi parler du mythe du golem, d'inspiration juive. Tous ces récits mythologiques, ils font quoi? Ils nous racontent les relations entre l'humain et le divin, entre le spirituel et le matériel, le tout matiné de magie, la magie étant l'application économique d'une économie humaine au monde spirituel. Si je pratique tel rituel, prononce tel mot, fais tel geste, je suis en droit de recevoir tel retour du monde spirituel. Autre type de récit imaginaire qui va nous intéresser, c'est pas encore de la science-fiction et c'est plus de la mythologie, c'est la fable philosophique. La plus grande, celle que l'on connaît le mieux, c'est Utopia de Thomas More, publié en 1516, qui va donner le mot utopie, que nous connaissons tous. Après cela, les philosophes des Lumières vont utiliser la fable philosophique pour diffuser leurs idées. Ils ont bien compris la puissance d'évocation que contenait le récit imaginaire quand il est bien utilisé. Nous baladant comme ça dans l'histoire de l'humanité, nous arrivons en 1816 sur les rives du lac Léman, en Suisse. Là, une jeune femme va écrire le premier récit de science-fiction. Il se nomme Frankenstein, ou le Prométhée moderne. Vous le connaissez tous d'une manière ou d'une autre, au moins de nom, par les films, par les bandes dessinées. J'espère que vous l'avez lu. Et pourquoi, on va voir ensemble pourquoi c'est le premier récit de science-fiction. Donc, l'histoire raconte celle d'un docteur, le bon docteur Frankenstein, qui veut créer un être artificiel. Alors il fait quoi? Il va dans les cimetières, il vole des bouts de corps humains. Ces corps humains, il les assemble dans son laboratoire. Et puis son œuvre achevée, il veut activer sa créature. Et il fait quoi? Il se sert de la source d'énergie la plus puissante qu'il a à sa disposition à cette époque, c'est-à-dire l'électricité sous la forme de la foudre. Voilà pourquoi nous sommes entrés en science-fiction. On a remplacé les principes magiques par les principes scientifiques. On parle de biologie et de médecine, on parle de physique et d'électricité. De plus, le coup de génie de Marie Shelley a été d'interroger son époque. Son époque, c'est laquelle? C'est celle de l'émergence de la culture, de la révolution industrielle. Cette émergence, elle sent bien, Marie Shelley, qu'elle va bouleverser le quotidien des individus et des organisations humaines. Elle sent qu'il se passe des choses avec les sciences, avec la physique, avec tout ce qu'on nous annonce. Tout au long du XIXe siècle, plein d'auteurs vont se saisir de l'intuition de Marie Shelley. On pourrait parler de l'enthousiaste de Jules Verne, on va dire qu'il écrit des utopies. Et là, je vous laisse vous retourner dans vos bibliothèques ou aller sur Internet pour voir un petit peu toutes ces œuvres. De l'autre côté de la Manche, il faut évoquer H.G. Wells, qui est britannique donc, et qui est plutôt pessimiste. On va dire qu'il écrit des dystopies. Vous connaissez au moins une œuvre de H.G. Wells, c'est La Guerre des mondes, adaptée il y a quelques années par Spielberg avec Tom Cruise. Le XIXe siècle, en Europe, va être
mises en scène dans les expositions universelles. Elles vont s'enchaîner, pris dans l'enthousiasme technocentré de la révolution industrielle. Au début du XXe siècle, certains auteurs vont commencer à interroger cet enthousiasme. Alors on pourrait parler de Howard Philip Lovecraft, qui va réactiver la mythologie qui avait été un petit peu mise de côté. Quand il convoque ces grands anciens, Cthulhu, Yog-Sothoth et les autres, sont-ils des dieux? Sont-ils des extraterrestres? D'ailleurs, le narrateur des histoires de Lovecraft, est-il vraiment témoin de ce qu'il raconte ou est-il complètement fou? C'est au lecteur, quelque part, de faire le tri. Dans une autre veine, un autre auteur, Jack London, que l'on connaît plutôt pour ses œuvres d'aventure dans le Grand Nord ou maritime, lui va nous proposer une réflexion sociale. Il prête ses mots dans un roman écrit en 1908 à un journaliste qui enquête sur une révolution sociale qui aurait bouleversé la planète entre 1914 et 1918. Je vous laisse goûter de la précision des dates, c'est de la Première Guerre mondiale, ce qui permet aussi de se servir, d'évoquer cette Première Guerre mondiale comme la fin de l'adolescence de la science-fiction. Elle ne s'appelle pas encore science-fiction, on va y venir. Elle est toujours récit imaginaire. Entre les deux guerres vont se mettre en place des principes qui vont servir à l'épanouissement, à la maturité du récit de science-fiction. Pour évoquer ces principes, je vais vous citer quelques œuvres. La première, en 1920, c'est la pièce de théâtre Roar de Karel Čapek, le tchèque. Rossum Universal Robots. Cette pièce de théâtre raconte l'émergence à la conscience de machines anthropomorphes. Et pour nommer ces machines, il va créer un mot, robot, à partir d'un vieux mot slave, rob, qui veut dire esclave. Aujourd'hui, robot fait partie de notre vocabulaire. On ne l'interroge plus. Il a été vulgarisé, il y a ça quelques années, par des auteurs, dont Isaac Asimov. Mais il faut bien se remettre dans la perspective de sa création. Le robot a été conçu comme un esclave de la modernité. Autre œuvre, 1927, Metropolis. C'est le premier blockbuster du cinéma de science-fiction. Dans ce film, Fritz Lang nous propose des visions hallucinées d'une ville tentaculaire, met en forme une gynoïde, un robot féminin, de manière réaliste. Il transcende les effets spéciaux imaginés par Georges Méliès quelques 20-25 ans avant. Autre œuvre, 1936, il s'agit de l'adaptation radiophonique de La Guerre des Mondes de H.G. Wells par le metteur en scène Orson Welles. La légende veut qu'à la diffusion de cette œuvre, aux États-Unis, les auditeurs étaient pris de panique, croyant que, effectivement, leur pays était envahi par des extraterrestres. L'histoire va plutôt nous dire que c'est une légende urbaine. Mais peu importe. Même la légende urbaine, elle nous dit que le récit, quand il est bien mis en scène, quand il est bien manipulé, il permet de libérer toute la puissance évocatrice du récit imaginaire. Concept, mise en forme, mise en scène. Dernière chose que je voudrais citer pour cette période entre les deux guerres, c'est le mot de science-fiction. La science-fiction, donc le mot de science-fiction a été inventé dans les années 30 aux États-Unis et il est indissociable de la culture des pulp fiction. Donc les pulp fiction, ce sont des publications à très bas coût que les gens achetaient dans cette période de crise et qui rassemblaient tout un ensemble de textes inspirés de ce que la science pouvait nous offrir de merveilleux, les planètes lointaines des extraterrestres avec toutes les formes possibles et imaginables. Et quand le mot de science-fiction est arrivé en Europe, et plus particulièrement en France, bizarrement, il a été mal perçu. Et la science-fiction a été ostracisée, a été placée, a été considérée comme une sous-culture. Ça a duré pas loin de 50 ans en France. Parce que, il y a plusieurs raisons, mais la principale, c'est que quand le mot est arrivé en France, on l'a compris comme science-fictionnel, science-fiction, en oubliant qu'en anglais, l'adjectif précède le déterminant. Pour un Américain, science-fiction, science fiction veut dire des récits, fiction, de science, à base de science, et non pas de la science fictionnelle comme on l'a compris en France. Cette modification a fait que, pendant un demi-siècle, en France, on ait déconsidéré la culture de science-fiction. Pourtant, durant cette période,
un nombre énorme d'œuvres ont été produites par des artistes, tous aussi extraordinaires les uns que les autres. Pareil, je ne vais pas vous faire une liste, allez sur Internet ou allez à la pause consulter l'arborescence de la science-fiction. Vous avez pas loin de 500 ou 600 œuvres qui sont projetées sur cette cartographie. J'aimerais juste vous citer deux œuvres qui récemment m'ont frappé. Il s'agit d'une part de la trilogie Le problème à trois corps de Liu Cixin, le chinois, qui nous raconte l'attente de l'humanité qui, sous 2 ou 3 siècles, 4 siècles, va être envahie par des extraterrestres. L'humanité le sait, elle attend. On fait quoi? On se soumet, on se défend, voilà. Il faut lire le tome 2, La forêt sombre, qui contient des pages qui sont de merveilleux essais sur l'innovation à court, moyen et long terme. L'autre œuvre, c'est un petit roman de l'américaine Becky Chambers qui s'appelle « Comprendre si par bonheur ». Là, elle aborde l'exploration spatiale sous une forme éthique. Elle interroge l'exploration spatiale sous sa dimension éthique. Au XXIe siècle, la science-fiction fait partie de la culture mainstream. Elle a acquis ses lettres de noblesse. Même Arte se met à diffuser des films que, dans ma jeunesse, on regardait avec honte. Mais maintenant, c'est devenu à la mode. Soit, très bien. Mais parfois, on convoque la science-fiction un petit peu à tort et à travers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017, au moment de l'élection à la présidence des États-Unis de Donald Trump, 2 romans ont été exhumés des étagères pour essayer de comprendre un petit peu ce que représentait cet homme qui bouleversait les codes de la politique intérieure américaine ou politique internationale. Ces 2 œuvres étaient 1984 de George Orwell et La servante écarlate de Margaret Atwood. Dans les 2 cas, on est dans une situation d'une société autoritaire qui broie l'individu, qui interdit à l'individu d'exercer son libre arbitre. Et les femmes, dans La servante écarlate, sont réduites à leur condition de juste procréatrices. Je ne sais pas si les lecteurs ont trouvé des enseignements dans la lecture de ces œuvres. En tout cas, cette manière d'interroger le présent au travers de la science-fiction peut être une bonne manière. Si ce n'est qu'on va se dégager de l'analyse ad hominem, de la personne, d'une personne particulière, pour s'attacher à des concepts. Et par exemple, on peut s'attacher à essayer de comprendre ce que la science-fiction pourrait nous dire du corps. Le corps, dans les années qui viennent, va être bouleversé pour maintes raisons. Pour des raisons scientifiques, éthiques. Prenons le cas des soins génétiques. Les soins génétiques qui promettent, pour des personnes qui sont condamnées à mourir, souvent dans des délais brefs, ou en tout cas vivre avec des contraintes énormes, le soin génétique on pourrait imaginer qu'il se dégage de la dimension de soins pour aller vers une dimension un peu plus de confort. Imaginons un monde dans lequel on propose aux futurs parents le choix de la couleur des yeux, des cheveux, la taille, la teinte de la peau, que sais-je encore. Peut-être des sujets moins essentiels, plus subtils. Et imaginez que cela devienne une norme. À ce moment-là, on glisse dans une politique eugénique. L'eugénisme étant la politique de contrôle du patrimoine génétique d'une espèce, de l'espèce humaine. Eh bien, prenez un film. Bienvenue à Gattaca, d'Andrew Niccol, qui traite exactement de cette situation, de la situation d'un individu qui ne correspond pas à la norme sociale eugénique. Quelle est sa liberté? Où est sa liberté? Dans un autre domaine, celui des prothèses biomécaniques. Elles aussi, ce sont des promesses extraordinaires pour des personnes accidentées ou qui sont victimes de malformations congénitales. Un des très bons exemples, c'est le cœur français, Carmat, la prothèse biomédicale qui va un jour battre dans des poitrines et permettre à des gens de vivre. De même manière, imaginons que dans un monde, on glisse vers des plans marketing, vers la publicité qui nous incite tous ici à nous appareiller. Que se passe-t-il si, à un moment donné ou à un autre, j'ai plus les moyens de payer mes prothèses? Parce qu'il est évident, si l'État veut bien payer un cœur, parce qu'on est dans l'ordre du soin, dès qu'on va glisser dans la dimension du confort, l'État dira niet. Et c'est normal. Eh bien, cette situation de conflit entre individu et marché est traitée dans un film comme Repomen de Miguel Sapochnik.
On continue, hein, puisqu'on est lancé, on est dans un monde où on peut faire plein de choses. Imaginons un monde dans lequel eh bien, la norme soit à l'augmentation, soit à la modification du corps. Je peux modifier soit mes appareils moteurs, soit mes organes internes. Donc je peux modifier 5%, 10, 20, 40, 80% de mon corps. Alors, on peut se poser une question. À quel moment mon moi, mon identité non appareillée change ou n'est plus celle qui est appareillée? Je renverse ma question. Est-ce que je peux réduire ma personne, ma personnalité, au 1,4 kg de matière grise que j'ai dans ma boîte crânienne? Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Je peux remplacer tout mon corps, je garde que mon cerveau, à moins que ma personnalité soit une subtile relation entre cette matière grise et le reste de mon corps. On sait maintenant qu'il y a des neurones hors de la boîte crânienne, hors de la colonne vertébrale. Ces interrogations, eh bien, on les retrouve dans un film comme Ghost in the Shell, dont la dernière adaptation date de 2017, adaptation d'un manga qui lui date de 1980. On pourrait encore continuer par des intelligences artificielles qui un jour pourraient s'adresser à nous. Entre nous, on pourrait se dire cogito ergo sum, et la machine un jour nous dira computo ergo sum. Je compute, donc je suis. Là aussi, on pourrait évoquer un film comme Terminator Dark Fate qui traite de la relation entre différents types de personnes pensantes. Ce que je viens de faire sur le corps, à partir de 4 films, on peut le faire sur plein de domaines. On pourrait très bien interroger de la même manière l'écologie en posant la question de notre relation à la planète Terre. On pourrait le faire par rapport au voyage spatial et sa dimension éthique. On pourrait le faire par rapport à la ville qui est un espace libre de circulation et qui, dans l'avenir, pourrait peut-être l'être un petit peu moins, voire plus. Ce que nous avons fait ici, on l'a fait à une seule condition, c'est en se débarrassant d'un cul-de-sac dans lequel nous a mis la culture de la consommation, qui est la culture du Kleenex. Vite consommé, vite jeté, vite remplacé. Ce qu'on a fait ensemble, c'est simplement avoir la même attention à la culture contemporaine, à la culture science-fiction, à la pop culture, à la culture digitale, peu importe le nom qu'on lui donne. On a utilisé la même attention que l'on a pour la culture dite classique. Quand on étudie du Verlaine, du Rabelais, du Rimbaud, que sais-je encore, du Shakespeare, du Victor Hugo. Et c'est en ayant cette attention à la culture contemporaine, à notre culture, à votre culture, que vont émerger toutes les richesses et tous les ferments qui vont nous permettre d'apprendre à comprendre les enjeux de l'avenir, l'incertitude du futur. Alors, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire pour clore mon propos, c'est dans le voyage qui nous mène vers cet avenir qui en permanence nous percute, eh bien, bon voyage en terre de science-fiction. Merci.